Chapitre 15 Rabadash, le ridicule. Après le tournant suivant, ils sortirent du couvert des arbres, et là, au-delà de vertes pelouses, abrités du vent du nord par la haute crête boisée à laquelle il était adossé, le château d'Anvard leur apparut. Très vieux, il était construit en pierre d'un brun rougeâtre assez chaleureux. Avant qu'ils eussent atteint la porte, le roi Lune sortait déjà pour venir à leur rencontre. Il n'avait absolument pas l'air d'un roi, tel qu'Aravis se l'imaginait. Les vêtements qu'il portait étaient vieux, les plus vieux qui soient, car il rentrait juste d'une tournée des chenils avec son garde-chasse. Il ne s'était arrêté qu'un instant pour laver ses mains salies par les chiens. Mais c'est avec une majesté digne d'un empereur qu'il s'inclina devant Aravis en lui prenant la main. « Jeune dame, dit-il, nous vous souhaitons la bienvenue du fond du cœur. Si ma chère épouse était encore de ce monde, nous aurions pu vous ménager un meilleur accueil, mais certainement pas plus sincère. Je suis désolé que vous ayez eu tous ces malheurs et que vous ayez dû vous arracher à la maison de votre père, ce qui ne peut être pour vous qu'une grande peine. Mon fils Cor m'a raconté tout de vos aventures ensemble et de la bravoure dont vous avez fait preuve. « C'est lui qui a fait tout cela, sire, » répondit Aravis, « c'est-à-dire qu'il s'est jeté sur un lion pour me sauver la vie. »« Oh, quelle est cette histoire ?» demanda Lune, dont le visage s'éclairait. « Je ne connaissais pas cet épisode de vos aventures. » Aravis le lui raconta donc, et Cor, qui avait beaucoup souhaité que l'histoire fût connue, tout en sentant bien qu'il ne pouvait pas la raconter lui-même, n'en tira pas le plaisir qu'il avait espéré, et se sentit en fait plutôt ridicule. Mais son père l'apprécia énormément, et dans les semaines qui suivirent, la répéta à tant de monde que Cor aurait préféré que cela ne soit jamais arrivé. Puis le roi se tourna vers Hwin et Bri et se montra tout aussi courtois avec eux qu'avec Aravis, leur posant nombre de questions sur leur famille et l'endroit où ils vivaient à Narnia avant d'être capturés. Les chevaux étaient trop intimidés pour parler, car ils n'étaient pas encore habitués à ce que des humains leur parlent d'égal à égal, enfin des humains adultes. Ils ne tenaient pas compte d'Aravis ni de Cor. À cet instant, la reine Lucy sortit du château pour les rejoindre, et le roi Lune dit à Aravis, « Ma chère, voici une charmante amie de la maison qui a veillé à ce que vos appartements soient arrangés au mieux, ce que je n'aurais su faire aussi bien qu'elle. » « Vous aimeriez sans doute venir les voir, n'est-ce pas ?» proposa Lucy en embrassant Aravis. Elles se plurent d'emblée et s'éloignèrent ensemble pour parler de la chambre et du boudoir d'Aravis, de l'urgence de lui procurer des vêtements et de toute cette sorte de choses dont les filles parlent entre elles en de telles occasions. Après le déjeuner qu'ils prirent sur la terrasse, volaille froide, pâté de gibier en croûte, du pain, du vin et du fromage, le front du roi Lune se plissa, tandis qu'il poussait un soupir en disant « Oh, nous avons toujours sur les bras ce lamentable Rabadash, les amis, et il nous faut décider ce que nous allons faire de lui. » Lucy était assise à la droite du roi, et Aravis à sa gauche. Le roi Lune trônait à un bout de la table, et à l'autre bout, le seigneur Darin lui faisait face. Dar, Péridan, Cor et Corinne étaient du même côté que le roi. « Votre Majesté aurait incontestablement le droit de lui trancher la tête, » dit Péridan. « Le genre d'assaut qu'il a lancé le met au rang des assassins. »« C'est parfaitement exact, » acquiesça Edmund. « Mais le main traître peut s'amender. J'en ai connu un qui l'a fait. » Et il parut soudain très pensif. « Tuer ce Rabadash nous amènerait au bord de la déclaration de guerre avec le Tisroc, » observa Darin. « Je me moque bien du Tisroc, » dit le roi Lune. « Sa force réside dans le nombre, et le nombre ne traversera jamais le désert. Je ne suis guère porté à tuer un homme, même un traître, de sang-froid. Lui avoir tranché la gorge au combat m'aurait puissamment soulagé, mais là, il s'agit d'autre chose. »« Si vous m'en croyez, » intervint Lucy, « votre Majesté lui donnera une seconde chance. Qu'il reparte libre, contre le ferme engagement de se comporter loyalement dans l'avenir. Il n'est pas impossible qu'il tienne parole. »
Le jour où les gorilles se comporteront comme des gens bien élevés, chère sœur, dit Edmund. Mais par le lion, s'il manque à nouveau, que ce soit dans des conditions telles que l'un d'entre nous puisse lui faire sauter la tête en franc combat. Nous allons essayer, dit le roi. Et, se tournant vers un de ses écuyers, mon ami, envoyez chercher le prisonnier. Rabadash fut amené devant eux, chargé de chaînes. À le regarder, n'importe qui aurait pensé qu'il avait passé la nuit dans un immonde donjon, sans eau ni nourriture, alors qu'en réalité il avait été enfermé dans une chambre tout à fait confortable et gratifié d'un excellent souper. Mais comme il avait boudé le souper, car il était beaucoup trop furieux pour y toucher, et qu'il avait passé toute la nuit à marcher de long en large, à gronder et à jurer, il n'apparaissait évidemment pas sous son meilleur jour. « Point de besoin de rappeler à votre Altesse royale, dit le roi Lune, que tant par le droit des gens que pour toute raison de sage politique, nous avons plus de droit à disposer de votre tête que jamais aucun homme mortel n'en a eu sur la tête d'un autre. Néanmoins, en considération de votre jeunesse et de la mauvaise éducation, dépourvue de toute gentillesse et courtoisie que vous avez sans doute reçue dans ce pays d'esclaves et de tyrans, nous sommes disposés à vous renvoyer libre, sans armes, aux conditions suivantes. D'abord, que... « Maudit sois-tu, chien barbare !» irrupta Rabadash. « Crois-tu que je vais seulement écouter tes conditions? Pah! Tu parles pompeusement d'éducation et de je ne sais trop quoi. C'est facile devant un homme enchaîné, hein? Débarrasse-moi de ces viles entraves. Donne-moi une épée et laisse quiconque l'oserait alors, parmi vous, en découdre avec moi. » Presque tous les seigneurs bondirent sur leurs pieds, et Corinne hurla. « Père, est-ce que je peux le boxer, s'il vous plaît? » « Du calme, vos majestés, mes seigneurs, » intervint le roi Lune. « L'affaire qui nous réunit est trop sérieuse pour que nous nous laissions froisser par la provocation d'un vaurien. Asseyez-vous, Corinne, ou veuillez quitter cette table. » Puis, se tournant vers Rabadash, « Je demande à nouveau à votre Altesse d'écouter nos conditions. »« Je n'écouterai certainement pas les conditions posées par des barbares et des sorciers, » répondit Rabadash. « Que pas un de vous ne s'avise de toucher à un seul cheveu de ma tête. Chacune des insultes que vous avez déversées sur moi sera payée par des océans de sang Arkenlandais et Narnia. Terrible sera la vengeance du Tisroc d'ores et déjà. Mais tuez-moi, et les tortures, les bûchers dans ces terres du Nord deviendront une légende propre à effrayer le monde pendant des milliers d'années. Prenez garde, prenez garde. La foudre de Tache va s'abattre sur vous. Cette foudre, il n'aurait jamais d'être arrêté à mi-chemin par un python dans le mur? Demanda Corinne. Vous devriez avoir honte, Corinne, dit le roi. Ne vous moquez jamais d'un homme, sauf s'il est plus fort que vous. Dans ce cas seulement, ne vous gênez pas. Oh, stupide Rabadash, soupira Lucy. La seconde suivante, Cor se demanda pourquoi tout le monde s'était levé et ne bougeait plus. Il fit évidemment de même. Alors il en comprit la raison. Aslan était au milieu d'eux, sans que personne l'ait vu arriver. Rabadash sursauta, voyant l'immense silhouette du lion s'avancer sans bruit entre ses accusateurs et lui. Rabadash, dit Aslan, fais attention. Ton châtiment est très proche. Mais tu peux encore y échapper. Oublie ta fierté. Donc peux-tu être fier? Et ta colère, qui donc s'est mal conduit envers toi? Et accepte la grâce de ces bons rois. Alors, Rabadash roula des yeux, étira la bouche dans un sourire sans joie, comme celui d'un requin, fit bouger ses oreilles de haut en bas. Tout le monde peut apprendre à faire ça à condition de s'en donner la peine. Cela s'était toujours révélé efficace à Calormen. Les plus braves avaient tremblé en le voyant faire ses grimaces. Les gens ordinaires étaient tombés par terre, et souvent, des personnes sensibles s'étaient évanouies. Mais ce que Rabadash n'avait pas compris, c'est qu'il est très facile de faire peur à des gens qui savent qu'il vous suffit d'un mot pour les envoyer se faire brûler vifs. Les grimaces n'avaient rien d'effrayant en Arkenland. En fait, Lucy pensa seulement que Rabadash allait vomir. « Démon, démon, démon !» vociféra le prince. « Je te connais.
Tu es le monstre immonde de Narnia, tu es l'ennemi des dieux. Sache qui je suis, horrible fantasme. Je descends de Tash, l'inexorable et l'irrésistible. La malédiction de Tash est sur toi. Des éclairs en forme de scorpion vont pleuvoir sur toi. Les montagnes de Narnia seront réduites en cendres. Attention à toi, Rabadash, dit calmement Aslan. Le châtiment est plus proche à présent. Il est à la porte. Il a levé le loquet. Que le ciel nous tombe sur la tête, hurla Rabadash. Que la terre s'ouvre sous nos pas. Que le monde soit ravagé par le fer et par le feu. Mais pour vous pouvez être sûr que je n'abandonnerai jamais avant d'avoir ramené dans mon chic palais la reine barbare en la traînant par les cheveux. Cette fille de chien, cette... L'heure a sonné. Laissa tomber Aslan. Et Rabadash, absolument horrifié, vit que tout le monde se mettait à rire. Il ne pouvait pas se retenir. Rabadash avait continué à remuer ses oreilles sans arrêt, et dès qu'Aslan eut dit « L'heure a sonné », ses oreilles se mirent à changer. Elles s'allongèrent et devinrent pointues, avant d'être bientôt couvertes de poils gris. Alors que chacun se demandait où il avait déjà vu de telles oreilles, le visage de Rabadash commença à changer lui aussi. Il s'allongeait. Le haut s'élargissait, les yeux s'agrandissaient. Son nez s'enfonçait à l'intérieur du visage, à moins que ce soit le visage qui est enflé en absorbant le nez, et se recouvrait de poils. Ses bras aussi s'allongèrent, en descendant devant lui, jusqu'à ce que ses mains reposent sur le sol, sauf que ce n'étaient plus des mains, mais des sabots. Il se tenait à quatre pattes, ses vêtements avaient disparu, et tout le monde riait de plus en plus fort, parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, car maintenant, ce qui avait été Rabadash était devenu, tout simplement, et sans erreur possible, un âne. Ce qui était terrible, c'était que sa voix d'homme survécut juste un instant à sa forme humaine, si bien que quand il se rendit compte du changement qui l'affectait, il hurla « Oh, mon âne, pitié! C'est encore un cheval! Et les mots se perdirent dans un braiement. Maintenant, écoute-moi, Rabadash, dit Aslan. La justice n'empêche pas la pitié. Tu ne seras pas toujours un âne. Là-dessus, bien sûr, l'âne bascula d'un coup ses oreilles en avant. Ça aussi, c'était si drôle que tout le monde se mit à rire encore plus. Ils essayaient de se retenir, mais en vain. Tu en as appelé à Tash, dit Aslan, et c'est dans le temple de Tash que tu seras guéri. Tu devras te tenir devant l'autel de Tash à Tashbaan pendant la grande fête d'automne de cette année, et là, au vu de tout Tashbaan, ta dépouille d'âne tombera à tes pieds, et tous les hommes présents te reconnaîtront comme étant le prince Rabadash. Mais, aussi longtemps que tu vivras, si jamais tu t'éloignes de plus de 10 kilomètres du grand temple de Tashbaan, tu redeviendras à l'instant même ce que tu es maintenant. Et cette seconde métamorphose sera définitive et sans appel. Il y eut un bref silence, puis ils s'ébrouèrent tous en se regardant les uns les autres, comme s'ils sortaient du sommeil. Aslan était parti. Mais il y avait dans l'air, comme sur l'herbe, un éclat particulier. Et dans leur cœur, une joie qui leur confirmait que ça n'avait pas été du tout un rêve. D'ailleurs, l'âne se tenait devant eux. Le roi Lune était l'homme au cœur le plus compatissant qui soit. Et quand il vit son ennemi dans une situation si regrettable, il oublia instantanément toute rancune. « Altesse royale, dit-il, je suis très sincèrement désolé que les choses en soient arrivées à cette extrémité. Votre Altesse pourra témoigner que ce ne fut en rien notre fête. Et bien sûr, nous serons très heureux de pouvoir assurer le retour par mer de votre Altesse à Tashbaan pour le traitement prescrit par Aslan. Vous bénéficierez de tout le confort qu'autorise la situation particulière de votre Altesse. Le meilleur des bateaux équipés pour le transport de bétail, les carottes les plus fraîches et des chardons. Mais un braiement assourdissant
et une ruade décochée avec précision à l'un des gardes montrèrent clairement que ces aimables propositions n'étaient pas accueillies avec reconnaissance. Et là, pour nous débarrasser de ce personnage, je ferais mieux de raconter tout de suite la fin de l'histoire de Rabadash. Il fut dûment renvoyé par bateau à Tashbaan, et emmené au temple de Tash pour la grande fête d'automne. Et là, il redevint un homme. Mais bien sûr, 4 ou 5 000 personnes avaient assisté à la transformation, et l'affaire ne pouvait pas être étouffée. Après la mort du vieux Tizroc, quand Rabadash devint Tizroc à sa place, il se révéla le Tizroc le plus pacifique que Calormen ait jamais connu. Cela parce que, n'osant pas s'éloigner de Tashbaan de plus de 10 kilomètres, il ne pouvait jamais partir lui-même en guerre, et il ne voulait pas que ses Tarkhaan deviennent populaires à ses dépens, car c'est ainsi que les Tizroc finissent par être renversés. Mais, pour égoïste que soient ses motivations, cela améliora considérablement les choses pour tous les petits pays avoisinant Calormen. Son propre peuple n'oublia jamais qu'il avait été un âne. Pendant la durée de son règne, et en face de lui, on l'appelait Rabadash le pacificateur. Mais derrière son dos, et après sa mort, il était évoqué comme Rabadash le ridicule. Et si vous le cherchez dans une bonne histoire de Calormen, essayez la librairie la plus proche, c'est sous ce nom que vous le trouverez. Encore aujourd'hui, dans les écoles Calormen, si vous faites quelque chose de particulièrement stupide, vous avez beaucoup de chances d'être traité de Rabadash. Entre-temps, à Andvard, tout le monde était très content qu'on lui ait réglé son compte avant que ne commencent les vraies réjouissances, c'est-à-dire une grande fête, tenue ce soir-là sur la pelouse devant le château, avec des douzaines de lanternes pour renforcer la lumière de la lune. Et le vin coulait à flot, des histoires étaient racontées, des plaisanteries fusaient, puis le silence se fit, et le poète du roi, accompagné de 2 violonistes, s'avança au milieu du cercle. Aravis et Cor se préparèrent à vivre un moment d'ennui, car la seule poésie qu'ils connaissaient était de style Calormen, et vous savez maintenant à quoi cela ressemble. Mais, au tout premier vibrato des violons, ce fut comme si une fusée avait décollé dans leur tête, et le poète chanta le grand lait ancien du bel Olvin, qui combattit le géant Pyr, et le changea en pierre. Telle est l'origine du mont Pyr. C'est un géant à 2 têtes. Et gagna le cœur de Nam Liln, qui devint son épouse, et quand ce fut fini, les 2 enfants auraient voulu que cela recommence. Bri, qui ne savait pas chanter, raconta l'histoire de la bataille de Zalindre. Lucy narra, une fois de plus, tous, excepté Aravis et Cor, l'avaient entendu très souvent, mais ils voulaient tous entendre de nouveau le conte de l'armoire magique, et comment elle, le roi Edmund, la reine Susan, et Peter, le roi suprême, étaient venus pour la première fois à Narnia. À ce moment-là, comme on pouvait s'y attendre, le roi Lune dit qu'il était temps pour les jeunes gens d'aller au lit. « Et demain, Cor, ajouta-t-il, vous viendrez visiter tout le château avec moi pour voir le domaine et vous rendre compte de toute sa force comme de sa faiblesse, car il sera sous votre garde quand je ne serai plus là. »« Mais père, Corinne sera roi à ce moment-là, dit Cor. »« Nenni, mon garçon, vous êtes mon héritier, la couronne vous revient. »« Mais je n'en veux pas, dit Cor, j'aurais plutôt... »« Il n'est en rien question de votre volonté, Cor, ni de la mienne. D'ailleurs, de par la loi, il en est ainsi. »« Mais si nous sommes jumeaux, nous devons avoir le même âge. »« Nenni, dit le roi en liant, il faut bien que l'un des 2 soit le premier. Vous êtes plus vieux que Corinne de 20 bonnes minutes, et meilleur que lui aussi. Mais cela n'était pas un exploit. Il regarda Corinne en lui faisant un clin d'œil. « Mais père, ne pourriez-vous vous désigner qui vous voulez pour être le prochain roi ?»« Non, le roi est soumis à la loi, car c'est la loi qui fait le roi. Vous n'avez pas plus le pouvoir de rejeter votre couronne qu'une sentinelle n'a celui d'abandonner son poste. »« Oh là là, dit Cor, mais je ne veux absolument pas. Et Corinne, oh, je suis terriblement désolé. Je n'aurais jamais imaginé que ma réapparition allait chipper ta royauté. »« Hurrah, hurrah !» s'exclama Corinne. « Je ne serai pas roi, je ne serai pas roi, je serai toujours prince. Oh, tout l'amusement, c'est pour les princes. » « C'est plus vrai encore que votre frère ne le croit, Cor, dit le roi Lune.
car voici ce que ça signifie d'être roi. Être le premier pour toute attaque désespérée, et le dernier dans toute retraite désespérée. Et quand il y a une famine dans le pays, car il est fatal de temps à autre les mauvaises années, porter les plus beaux atours, et rire plus fort que n'importe quel homme de votre royaume devant un repas plus frugal que celui de n'importe qui. Quand les deux jeunes garçons montèrent se coucher, Cor demanda à Corinne si l'on n'y pouvait vraiment rien. Et Corinne lui dit « Si tu dis encore un mot à ce sujet, je vais te casser la figure. » Ce serait bien de finir cette histoire en disant qu'après cela, les deux frères ne furent plus jamais en désaccord sur rien. J'aurais peur que ce ne soit pas vrai. En réalité, ils se disputèrent et se battirent à peu près aussi souvent que n'importe quel autre paire de garçons. Et à la fin de toute leur bagarre, quand ce n'était pas dès le commencement, Cor allait au tapis. Car même si, quand ils furent tous deux plus grands et manièrent l'épée, comme devint l'homme le plus redoutable au combat, ni lui ni personne d'autre dans les pays du Nord ne put jamais égaler Corinne comme boxeur. C'est ainsi qu'il gagna son surnom de Corinne la foudre au poing, et ainsi qu'il réalisa son grand exploit contre l'ours Relaps du Pic des Tempêtes, un ours parlant en fait, mais qui était retourné à des habitudes d'ours sauvage. Corinne grimpa jusqu'à son antre du côté narnien du Pic des Tempêtes, par un jour d'hiver où la neige recouvrait les collines, et le boxa sans chronomètre pendant 33 rounds. À la fin, l'ours Relaps n'y voyait plus rien et devint un ours tout à fait rangé. Aravis aussi se disputait souvent avec Cor, et même, je crains de devoir le dire, se battait avec lui, mais ils se réconciliaient toujours. Si bien que, des années plus tard, quand ils furent adultes, ils étaient si habitués à se disputer et se réconcilier qu'ils se marièrent pour continuer à le faire plus commodément. Et après la mort du roi Lune, ils firent un bon roi et une bonne reine d'Arkenland. Et Ram le Grand, le plus fameux de tous les rois d'Arkenland, était leur fils. Bri et Hwin vécurent heureux à Narnia jusqu'à un âge avancé, et se marièrent, mais chacun de leur côté. Il n'y eut guère de mois où, ensemble ou séparément, ils ne passèrent le col au petit trot pour rendre visite à leurs amis d'Andvard.